Bonjour à vous, bonjour et bienvenue sur Mythic by Injazet, 9e numéro qui intervient, il faut le dire, dans un contexte particulier. Votre rendez-vous mensuel autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont vraiment utiles. Elles servent beaucoup, ces nouvelles technologies, surtout par ces temps de confinement. Le monde vit une période inédite en raison de la pandémie du coronavirus. Les conséquences économiques risquent d'être dramatiques, vous n'êtes pas sans le savoir. Alors, comment les TIC vont atténuer ces risques? Comment elles vont limiter les dégâts? Quelle période d'adaptation pour les utilisateurs de tous bords, notamment ces cadres d'entreprises confinés chez eux et obligés de faire du télétravail? Nous allons y répondre avec notre invité du jour, Ammar Khadraoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Asmos Consulting, cabinet conseil en stratégie de transformation digitale et concepteur de Serious Game sur mesure en Afrique ou Moyen-Orient. Vous allez bien sûr nous parler de votre expérience dans un instant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Merci. Par ces temps de confinement, j'ai envie de dire. Alors, on a été prudent, gel hydroalcoolique, on ne s'est pas salué avant, et puis je pense qu'il y a quand même un mètre entre nous. Je pense qu'on s'est salué. Allez. Mais avec la distance nécessaire. À distance, tout à fait. Alors, à ma première question un peu personnelle, comment vous vivez actuellement, en ce moment, le confinement? Alors, j'ai envie de dire compliqué et vraiment enrichissant. Pourquoi compliqué? Parce que c'est très générateur d'angoisse et de stress, surtout quand on est chef d'entreprise et qu'il faut canaliser toute la production de son entreprise au service de ses clients dans un contexte où on n'a plus le même modèle de collaboration, d'interaction avec ses clients et le même modèle de delivery capabilities. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même capacité de production qu'on avait avant. C'est une réalité. Mais en même temps extrêmement enrichissante parce que finalement, ça nous fait repenser les modèles, ça nous fait repenser nos interactions entre nous par la réalité, parce que il faut le gérer. Quand toutes mes équipes sont en télétravail depuis une semaine, partout dans l'Algérois, et c'est très compliqué de gérer tout le monde. Et c'est là où l'organisation de l'entreprise avec son niveau managérial est importante, parce que du coup, on n'a pas tout le monde en silo, les managers gèrent leurs propres collaborateurs, ça fonctionne bien. On a des clients, des multinationales qui nous disent « Oui, mais aujourd'hui, on ne sait plus qui travaille et qui ne travaille pas. » Pourquoi? Parce qu'un manager, il a 100 personnes au-dessous de lui. Ça, c'est intéressant. Parce que dans des équipes de type agile, on n'a plus ce mode hiérarchique-là. On a plutôt des équipes projets qui convergent entre elles, à taille humaine. Et du coup, c'est plus facile de les piloter. Enrichissante aussi parce que ça nous donne plus de temps. Finalement, tout ce qui était micromanagement disparaît. Ça prend 25%. Tout ce qui est toxicité à gérer, les problématiques du quotidien, les humeurs, ça disparaît. Ça permet aussi de revoir tout son portefeuille client, tout son portefeuille d'activité. Ça permet de réimaginer ce qu'on peut faire l'après. Parce qu'on est cabinet de conseil. Un cabinet de conseil, c'est pas là pour répondre uniquement à ses clients. C'est là pour proposer de nouvelles dynamiques, de nouvelles offres, créatrices de valeur ajoutée. C'est pas créer le besoin, c'est créer de la valeur. On est là pour accompagner l'entreprise dans sa transformation, dans son développement. Petite rectification, on est cabinet de conseil en stratégie et en transformation. Le digital est une partie de notre activité. Mais il faut repenser le digital, et j'aimerais bien qu'à un moment on se dise ce que c'est que le digital, parce qu'on a beaucoup parlé de digital, on en parle depuis des années dans le digital, mais est-ce que vraiment on le comprend bien? Et c'est aujourd'hui le moment, à mon sens, de revisiter cette notion du digital, parce qu'elle est beaucoup plus large que ce qu'elle prévalait il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Très bien, on va parler de vos clients plus tard et justement comment elles vivent ce télétravail, mais déjà au sein de votre cabinet à vous, vous allez me dire que mes équipes sont déjà plus ou moins habituées puisque vous êtes dans l'IT. Concrètement, comment ça se passe aujourd'hui avec vos équipes pour cette histoire de télétravail? Alors nous, on a déjà c'est l'équipement. Chacun est équipé. Heureusement, vous allez me dire. Heureusement. Heureusement qu'ils sont équipés de laptops. Et tout le monde n'est pas équipé de laptop dans nos organisations, dans nos entreprises. Et ça, c'est la capacité d'être mobile. La deuxième des choses, c'est la connexion.
Tout le monde a une connexion, a sa propre connexion. Mais ça, c'est un choix que nous, on avait fait il y a très longtemps, c'est-à-dire de ne pas privilégier la connexion de l'entreprise, mais faire en sorte que chacun puisse se connecter depuis son téléphone mobile et partager sa connexion, comme ça se fait partout. Troisièmement, mode projet. On fait en sorte que les livrables soient beaucoup plus courts. On ne regarde plus les projets sur 2 semaines, 3 semaines. On essaie de travailler par pas de 2 jours. Et donc, tous les 2 jours, on fait le point. Et puis, on a aussi beaucoup d'outils derrière. On a des outils aussi gratuits que payants par nos systèmes d'information. Et ça, tout le monde peut les acquérir aujourd'hui. On a des outils qui permettent de structurer l'activité, Trello. Qui permettent de savoir qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on a, à quelle étape on est. On a bien évidemment nous on évite d'utiliser au maximum la messagerie, parce que la messagerie c'est très, très polluant, c'est comme les réunions. On utilise des outils de collaboration par projet. Et donc, on a Slack, par exemple. Et puis, enfin, aujourd'hui, avec le télétravail, on utilise énormément Zoom. Zoom ou Teams, nous, on a privilégié Zoom. Zoom, c'est un outil qui permet à la fois de faire des réunions, réunir tout le monde en groupe, mais c'est aussi la capacité de partager ces écrans. Et donc que tout le monde voit la même chose. Et c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'aller faire du livrable, d'aller valider des livrables, mais on va aussi plus loin. C'est-à-dire que depuis mon PC, quand on est 2, je suis capable de prendre la main sur le PC de l'autre et d'aller directement lui dire « Tiens, j'aimerais que tu corriges ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais qu'on fasse ça » directement sur son PC. Hier, on était en réunion avec un partenaire au Maroc. On a pris la main sur le PC du client et pendant 3 quarts d'heure, on lui a fait le travail sur son PC à lui. Il vous la donne via une application bien connue. Oui, Zoom permet directement de prendre la main. On est dans une dynamique aujourd'hui qui permet ce dont on a parlé pendant très longtemps, l'agilité. Mais c'est assez complexe parce que ça demande de responsabilité, que chacun soit responsable. Et finalement, on voit très vite au sein de son organisation qui a cette capacité de responsabilité et qui ne l'a pas. Ça demande d'être productif parce que quand on est isolé finalement, ce qui va sortir à la fin de la journée, c'est son travail personnel. Et donc, on va voir le niveau de productivité. Et ça montre aussi le gap de productivité entre les collaborateurs qu'on ne voyait pas dans une organisation, dans les organisations. Donc, vous, en tant que chef d'entreprise, ça va vous permettre un peu de filtrer, on va le dire. Allez, on ne va pas être si dur que ça, mais ça va vous permettre au moins de bien connaître vos collaborateurs. Je pense que dans beaucoup d'organisations en Europe, aux États-Unis, chez nous, ça va permettre de filtrer, comme vous dites, ça va beaucoup permettre de reconnaître les compétences. De remettre le management de la performance au cœur de la collaboration. Et finalement, c'est pas juste, vous savez, pendant très longtemps, on a fait de la ressource humaine et on n'a pas su, dans beaucoup d'entreprises et surtout dans notre écosystème algérien, on n'a pas su passer vers le capital humain parce qu'on n'a pas su faire le lien entre l'humain et la performance. Et on a trop socialisé l'entreprise au détriment de la performance. Et du coup, on n'a pas su mettre ces dashboards, on n'a pas su mettre cette rémunération extrêmement liée à la capacité de production, de productivité, d'efficacité, j'irais même dire d'efficience. Là, ça remet les règles du jeu sur la table et de dire comment est-ce qu'on repart sur un management de la performance. Et ça va beaucoup aider les entreprises. Mais ça, il faut aussi qu'on se pose la question, est-ce que toutes les organisations sont capables de faire ce que nous faisons? Nous sommes une petite entreprise, nous sommes une entreprise qui travaille énormément en interaction avec des pays européens, essentiellement avec une clientèle multinationale. Mais comment font nos confrères, toutes les industriels? Comment font toutes ces sociétés qui font de la distribution en mass market et qui utilisent énormément le papier? Ça repose la question de comment on doit réimaginer notre travail. Très bien. Alors, vos clients, vous en avez parlé au début. Il y a des multinationales, il y a certainement des entreprises privées. Elles sont directement impactées, bien évidemment, par ce Covid-19. La différence entre les deux catégories, j'ai envie de dire, vous la décelez comment? Est-ce que aujourd'hui les multinationales sont plus souples avec cette histoire de télétravail, avec ces nouvelles technologies de manière générale, par rapport au privé
nationale? Alors, j'ai envie de dire, il y a trois catégories, quatre même. Il y a la multinationale qui a de vraies capacités IT, et ça faut le dire parce que le digital, c'est avant tout le flux de données. Et le flux de données, ça passe par du hardware, ça passe par des gros serveurs, ça passe par des réseaux, ça passe par des connexions Internet spécialisées ou globales, ça passe par de la sécurité. Ça passe par la gestion des droits, ça passe par des firewalls, pour permettre à quelqu'un de l'extérieur. Je prends un client, par exemple, prenons un client dans le télécom, qui doit aller gérer le réseau, monitorer le réseau. Quand il est au sein de l'entreprise, le réseau de l'entreprise, c'est un réseau fermé. C'est-à-dire que de l'extérieur, on ne peut pas accéder au réseau de l'entreprise. Comment on fait quand on est chez soi et qu'on essaie de se connecter? C'est de l'intrusion. Donc, il faut réimaginer le lien. Et c'est de là d'où vient ce qu'on entendait beaucoup parler dans le cadre, quand on avait des sites sur lesquels on pouvait parler, on disait installe un VPN. Le VPN, les grandes entreprises aujourd'hui installent des VPN, installent ces portes vers l'extérieur et ils disent qui a droit d'accéder? À quoi tu as droit d'accéder? Quelle période tu as droit d'accéder? Et attention, j'analyse tout ce qui se fait. Donc, c'est comment connecter l'extérieur à l'intérieur de l'entreprise. Premier niveau, les entreprises qui ont un certain niveau de maturité. Vous savez, il y a des entreprises en France, des banques en France, qui, quand ils ont ouvert le VPN, ça a clashé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables d'absorber tout le flux externe au sein de l'entreprise. Et du coup, les services sont tombés et ils ont été obligés de trouver d'autres moyens. La deuxième chose, c'est ceux qui ont des systèmes ouverts, plutôt en mode SaaS, d'accord? Et c'est un peu la grosse tendance depuis 2 ou 3 ans, qui est arrivé par Salesforce il y a quelques années déjà, le leader du CRM. Il a dit, moi, je ne vends pas de système d'information que vous installez chez vous. Moi, je vous loue mon système d'information depuis chez moi, depuis mes serveurs. C'est Solution as a Service. Donc, la solution, c'est un service. Je ne suis plus propriétaire. Je n'ai plus de CAPEX, je n'ai plus que des OPEX. Je n'ai plus des capacités d'investissement. C'est des charges au quotidien. Finalement, que je sois à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, c'est tellement sécurisé, c'est une gestion de mots de passe, etc., que je peux être dans la continuité d'activité sans me tracasser. Et du coup, ceux qui ont peu de systèmes d'information chez eux et qui ont du SaaS, ils ont aussi cette vraie capacité d'ouverture. C'est comme ceux qui ont Windows 365. Ils sont pas Windows installés chez eux. Enfin, Microsoft, la partie Office 365. Ils n'ont pas Office, Excel, Word installés chez eux. Ils l'ont dans le cloud. Du coup, ils peuvent accéder à tout. Nous, on est plutôt G Suite. Donc, on utilise la suite Gmail de Google. Donc, on a tous nos outils, Excel, PowerPoint, tous nos répertoires partagés dans le cloud. Donc, ça change absolument. Après, il y a le troisième niveau d'entreprise, qui sont plutôt des entreprises qui ont peu de systèmes d'information et qui ont beaucoup fonctionné, qui fonctionnent énormément au papier. Là, il y a une vraie problématique parce que c'est une culture en réalité et qu'on peut mettre en place tous les outils. On peut avoir des directions de systèmes d'information, des directions de l'orga extrêmement actives qui peuvent proposer plein d'outils. Mais finalement, si la culture n'est pas en interne, on a une vraie problématique. Une anecdote dont me parlait hier soir un DRH d'une grande banque, il me disait, tu sais Amar, on a mis en place la présence alternée. Et donc, pour pas qu'il y ait de problème, pour qu'il y ait de la distance, la moitié de l'entreprise au siège travaille et l'autre moitié travaille, travaille sur site. Et vice-versa. Et le problème, c'est que quand on appelle un collègue qui n'est pas sur site, ils disent « Ana ma khadam shel yom ». Et donc ça, c'est culturel. La problématique, c'est que l'alterné, c'est un jour tu travailles depuis chez toi et un jour tu travailles dans l'entreprise. Et finalement, ça a été compris c'est comme... pas la présentielle, au fond, le présentiel. Ça a été compris comme un jour tu travailles pas, un jour tu travailles. Difficulté de compréhension. Cette banque-là n'a pas eu la capacité de mettre du télétravail sur ses outils. C'était un choix pour des problématiques de sécurité. Et puis, il y a un quatrième type d'entreprise. C'est ces entreprises-là qui n'ont pas la culture du système d'information. Il faut comprendre une chose. Le système d'information, c'est un marché de presque 2,5 milliards d'euros en France.
Le système d'information. C'est-à-dire la capacité d'intégrer des systèmes, de les mettre à jour, de trucs, c'est 2,5 milliards d'euros en France. En Algérie, on ne doit pas être à 100 millions d'euros de marché de systèmes d'information. C'est-à-dire qu'on a des entreprises aujourd'hui qui ne sont pas en capacité d'avoir leur activité alignée dans des systèmes d'information. Et du coup, c'est beaucoup la place de l'homme. On n'est plus dans le transactionnel qui est structuré. Et là, c'est des entreprises qui aujourd'hui vont énormément souffrir parce que, alors, leur outil de productivité qui est l'homme, ben, il est limité, il est chez lui. Et vous pensez qu'aujourd'hui, cette catégorie d'entreprises qui n'est pas encore dans la digitalisation a intérêt un peu à se secouer? C'est le moment ou jamais, c'est la période ou jamais, surtout avec tout ce qu'on vit? Je ne pense pas qu'on puisse passer de rien à un système d'information, à des outils. Si vous permettez, je vais juste donner une définition à laquelle moi j'ai adhéré dans la digitalisation. Et après, dire quels sont les 5 éléments de la digitalisation. La digitalisation, c'est une donnée et une fonctionnalité, comme diraient les anglo-saxons, everywhere, everything, everywhere, every device. C'est-à-dire n'importe quelle donnée, en n'importe quel lieu, every time, everywhere, every device. N'importe quel moment, de n'importe quel endroit, sur n'importe quel outil. C'est ça la digitalisation. C'est qu'elle permet, contrairement à ce qu'on appelle la numérisation, qui sont des systèmes informatisés connectés les uns aux autres avec du filaire, la digitalisation, elle est open, elle est ouverte. Mais il faut de la donnée et des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse agir. C'est-à-dire qu'avec la digitalisation, on appuie sur un bouton, on crée quelque chose de nouveau. C'est pas de l'actualité où j'ai juste un article. D'accord. Je peux créer quelque chose de plus. Je vais commenter. Tiens, je rentre dans la logique de digitalisation. Dans la digitalisation, on a déjà des problématiques qui sont majeures. Le problème, c'est quelles sont les données. Donc mes référentiels, mes clients, mes fournisseurs, les produits que je vends, les services que je vends. La deuxième chose, c'est les fonctionnalités. Je peux faire des bons de commande, je peux faire des factures, je peux faire des... Donc ça, c'est la fonctionnalité et l'ensemble des fonctionnalités. Après, c'est le canal de communication et le canal de commercialisation. Et c'est là où on rentre dans le marketing digital. Le marketing digital, pendant longtemps, on a cru que c'était de la publicité. On a cru que c'était de la promotion. On a cru que c'était pour promouvoir. Mais c'est pas fait pour ça. C'est c'est ce qu'on appelle l'inbound. L'inbound, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les funnels, les tunnels fonctionnels. C'est que je prends quelqu'un que je cible, que je target ou pas, et je vais l'emmener petit à petit dans un entonnoir jusqu'à arriver dans le bon tunnel, l'expérience client. Okay, c'est là où on parle d'expérience client, pour le connecter à mon système pour qu'il achète. Et c'est la capacité qu'il soit satisfait de ce que vous allez lui proposer. Au-delà de satisfait, ce dont j'ai besoin en tant qu'entreprise, c'est d'abord de transformer. C'est-à-dire que l'effort marketing que je fais, je le transforme. Et là, on est dans une digitalisation intégrée. C'est-à-dire comment j'intègre l'extérieur de l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise. C'est là où la notion de big data, elle commence. Les milliards de données dans une banque que j'ai, dans une comment on appelle ça? Pourquoi la banque? Parce que c'est beaucoup de transactionnel, mais dans le télécom, dans truc, avec ce qui se passe à l'extérieur. Comment je connais, Ahmed Lahri, vos habitudes? Facebook, ce que vous aimez regarder, ce que vous aimez. Donc, je vais me connecter à cette masse. Mais pour me connecter à cette masse, il me faut une multitude d'outils. D'accord? Et après, il faut que j'ai une intelligence qui me permet de dire, moi, je veux cibler plutôt des cadres en activité extrêmement curieux, qui lisent beaucoup, d'accord, pour les ramener à acheter tel service. Mais derrière, l'entreprise, ce qu'elle a besoin, c'est maîtriser le coût. Elle a besoin de maîtriser sa chaîne de valeur. À quel moment j'investis, à quel moment sur le marketing, à quel moment je vois le nombre de prospects, combien je transforme, et quand je transforme, jusqu'à quoi, comment je suis capable de délivrer, de facturer, d'encaisser, et puis d'aller plus loin, c'est-à-dire de payer ma TVA, payer ma TAP, et tout ça. Ça, c'est une partie de la digitalisation qu'on voit. Mais vous savez, pour gérer des réseaux informatiques, c'est des dizaines et des dizaines de systèmes d'information qui sont lourds et qui sont spécialisés. Pour gérer des usines,
c'est énormément d'informatique. Et aujourd'hui, c'est très digitalisé. Vous savez, il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent depuis chez soi, pour un patron, un directeur technique dans une usine, d'avoir sur sa tablette tout ce qui se passe dans l'usine. Et de suivre à distance. Et d'agir. Et d'agir surtout. Et d'agir. Alors, Ammar Khadraoui, vous parliez des banques à l'instant. Ça tombe bien. En ce moment, on voit que, on va dire qu'il y a de l'engouement pour le e-payment, e-commerce. La Banque centrale se plaint de trop de liquidités sur le marché. C'est du jamais vu. C'était impensable il y a quelque temps. On va dire que ça, c'est un peu les avantages du Covid, parce que forcément, il y aura des conséquences positives sur certains aspects de la vie socio-culturelle. Alors, comment voyez-vous le développement aujourd'hui du e-commerce, du e-payment, vraiment à court terme en Algérie? Alors, c'est toujours une histoire de volonté et, comme diraient les anglo-saxons, de capabilities. Alors, capability, c'est la capacité, mais réelle. C'est la capacité d'action. C'est la capacité de notre dynamique d'action. En Algérie, on a quelque chose d'extrêmement formidable. C'est qu'on a une capacité de latence extraordinaire. On est des diesels. Mais le jour où on démarre et on va très vite. J'ai envie de dire que c'est le temps d'aller très très vite. L'écosystème s'est organisé aujourd'hui. On a énormément d'e-commerce. Jumia, Batolis, plein d'e-commerce. Donc, faut pas dire que l'e-commerce c'est quelque chose de nouveau. On l'a. Sauf que, excusez-moi du terme, on paye au cul du camion. Livre-moi, je te paye, paye-moi, je te livre, etc. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir une délivrance de cartes magnétiques, enfin de cartes bancaires, exactement. On commence à avoir un niveau d'équipement intéressant. On a notre première banque en ligne, une banque qui permet de souscrire rapidement en ligne et d'avoir tous les moyens de paiement. On commence à avoir des entreprises qui sont conscientes et qui ont mis leurs services de paiement en ligne. Je crois que même beaucoup de services publics ont commencé à le mettre. Aujourd'hui, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que pour permettre de mieux confiner les gens, il faut leur donner une capacité d'acheter sans se déplacer. Ça demande quoi? Juste qu'on ouvre les services et qu'on responsabilise Il faut être conscient aussi d'autre chose. C'est que dans un moment où notre économie est extrêmement fragilisée par ce qui se passe, et c'est un accélérateur économique. En plus, c'est un accélérateur parce que derrière, on est capable de maîtriser les transactions bancaires, transactions financières, donc de les fiscaliser. Il faut qu'on soit dans une réflexion où on a besoin de monétiser l'ensemble des investissements de l'État pour que l'État puisse récupérer derrière la valeur ajoutée. Faut pas qu'on attende que ce soit des services et qu'il n'y ait pas de contrepartie. Nous, en tant qu'acteurs économiques, on sait très bien qu'un des grands actionnaires de nos entreprises, c'est l'État. Mais c'est normal. Derrière, il faut qu'il y ait des contreparties pour que l'ensemble de l'écosystème puisse fonctionner ensemble. De manière très raccourcie, je dirais qu'aujourd'hui, la situation nous permet de nous rendre compte et nous exige, 1, de faire en sorte que les moyens de paiement soient accélérés, 2, de prendre exemple sur les sociétés et les secteurs d'activité qui se sont le plus digitalisés. Et je pense qu'on a un secteur en ébullition aujourd'hui qui est un vrai cas d'école et cas d'espèce, qui est le VTC, et qui aujourd'hui plus multitude d'acteurs, une vraie concurrence, de l'employabilité. Et efficacité. Et satisfecit de chez tout le monde. Et eux, ils sont en e-payment pour beaucoup. Vous allez dans les applications, vous rajoutez votre carte bleue, enfin votre carte CIB, et tout de suite, vous avez la capacité. On a aujourd'hui une capacité de logistique qui s'est développée. On a ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre qui s'est développée, parce que c'est ça aussi la problématique. Vous savez, pendant très longtemps, on n'a pas vu le e-commerce se développer parce qu'on n'avait pas les capacités logistiques. Où est-ce que je stocke? Quand je stocke, comment est-ce que je fais pour livrer le dernier kilomètre? Vous savez, c'est très coûteux le dernier kilomètre. C'est de l'entrepôt jusqu'au dernier. Quand l'entrepôt n'est pas centralisé, et là, ça pose plein d'interrogations intéressantes, parce que je peux délocaliser les gros entrepôts,
et faire des entrepôts secondaires dans les grandes agglomérations et avoir des acteurs du dernier kilomètre. Mais on a les acteurs du dernier kilomètre aujourd'hui. Quand vous voulez acheter une pizza aujourd'hui, vous ne vous déplacez plus. Vous avez un service Jumia Food ou d'autres qui vont vous livrer. C'est pour ça qu'il y a quelques années, vous voyez pas les mobilettes. Vous avez vu le déferlement de mobilettes qu'on a depuis 2 ans en Algérie. C'est la logistique qui l'a développé. Donc, il faut réfléchir systémique. Il faut se dire que notre capacité à déployer le e-payment, qui aujourd'hui est critique, il va se déployer avec beaucoup de choses. Des secteurs d'activité qui nous montrent comment mettre en place des applications, comment mettre en place des services. Et c'est le service client qui est très, très important derrière. Et puis, une capacité logistique qui est à faire. Et bien évidemment, la capacité des banques à délivrer des moyens de paiement au plus grand large. Et donc, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est la banque qui doit promouvoir l'équipement des ménages, l'équipement des trucs. Les entreprises, aujourd'hui, c'est un gros effort et un gros appel à nos institutions publiques. Pourquoi l'entreprise n'a pas droit à sa carte de crédit, à sa carte de paiement? L'entreprise aussi. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, au lieu de passer des caisses par du cash, elle pourrait les passer. Facilement. Alors, vous parliez aussi de la connexion, Internet, ADSL, Moi, je suis très surpris. 4G, LTE, on s'attendait à pire. Moi, je suis très surpris parce que j'ai une super connexion. On a une meilleure connexion enfin, je ne sais pas si on a une meilleure connexion, ou en tout cas dans notre zone. Vous travaillez certainement que le matin. Non, le matin. Ben non, on travaille dans Parce que l'après-midi et le soir, c'est une autre paire de manches. Mais alors le soir, c'est certain, mais dans notre zone, ça va bien. On arrive à travailler tout au long de la journée. On arrive à faire des conf calls pendant 2 heures sans que ça bug, avec des partages de fichiers, 8 personnes en visio, en caméra. La DSL, ça fonctionne, il y a des efforts, mais c'est le prérequis. Le flux Internet, c'est le catalyseur de notre capacité à aller vers le digital ou pas, à faire confiance au digital ou pas. Si on a des connexions qui sont fortes, on va aller plus loin. Vous savez, nous, l'année dernière, en 2019, on a évalué la perte de temps que l'on avait à cause de la connexion Internet. Tenez-vous bien, on perd par collaborateur 2 heures de travail quotidien à cause de la connexion Internet. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre la connexion Internet à un niveau et on récupère 2 heures de productivité par collaborateur. Une entreprise qui a 10 personnes, ça fait 20 heures par jour de récupérer. À la fin de la semaine, ça fait 100 heures. C'est-à-dire que vous récupérez des temps pleins. Carrément. Vous récupérez des temps pleins. Donc la connexion, je pense qu'on va pas. On a une connexion, on y arrive, sincèrement. Mais il faut la monitorer avec des vrais KPI. Il faut la monitorer sur des vrais flux pour la truc. Et on va dans tous les cas devenir tous de plus en plus exigeants sur nos connexions. Alors, dernière question, je vais vous laisser conclure là-dessus. Ammar Khadraoui, votre cabinet, c'est de la stratégie, c'est de l'accompagnement justement pour la digitalisation, vous insistez énormément sur cela. Est-ce qu'à votre avis, on peut dire clairement qu'il y a un avant Covid-19 et un après Covid-19 dans le numérique, dans le sens où les GAFA risquent de changer carrément leur configuration, leur stratégie. On va aller vers un nouveau monde numérique après cette période de confinement, après cette pandémie qui touche le monde entier. Merci pour cette question. Alors, on va pas rester 20 heures là-dessus. Je sais que vous adorez On a 2 petites minutes pour conclure. 2 minutes. Je pense qu'on n'est pas dans l'étape de dire avant, après. On est déjà dans l'étape de prendre conscience. Je pense que les GAFAM dont vous parliez, eux, ne vont faire qu'accélérer leur stratégie. C'est une aubaine pour eux. Je pense qu'on a un secteur qui va de plus en plus se développer, le secteur du digital. Enfin, le secteur des SS2I, le secteur des startups. Surtout pour l'Algérie qui était en retard par rapport à certains. Eh oui, et là, tout le monde prend conscience de la valeur ajoutée qu'ont ces startups-là. Qu'ont les vraies startups. On est très.
jeunes dans les startups en Algérie. Je pense que ça va nous donner un coup de fouet pour développer notre maturité au sein des entreprises, dans notre écosystème des startups, dans l'écosystème des réseaux pour nos connexions, et même, je pense, plus haut dans la réflexion politique, la réforme de l'État, de sa façon de faire. On a vu déjà qu'il y a des ministres qui sont aujourd'hui faits pour ça. Le temps qu'ils prennent aussi en maturité, hein, parce que, vous savez, on peut avoir le meilleur des ministres de la start-up, mais si autour les gens ne comprennent pas, le ministre des Finances ne comprend pas, le ministre du Travail ne comprend pas, c'est très difficile de les faire fonctionner ensemble. Donc pour moi, il faut ne pas se précipiter. On est d'abord dans une étape où c'est l'étape des consciences, et il faut qu'on rend intelligible cette conscience-là, qu'on la formalise. C'est le travail que vous faites, et il faut plus le faire. On prend conscience de quoi? Deuxièmement, les GAFAM, l'ensemble va accélérer. Ça va laisser les initiatives aux jeunes et moins jeunes, parce que la start-up, c'est pas que les moins jeunes, à créer de la vraie valeur ajoutée, à créer des vraies solutions. Ça oblige les entreprises à se transformer. Alors, c'est une aubaine pour les cabinets de conseil, mais c'est une aubaine s'il y a une vraie offre de valeur ajoutée qui permet à l'entreprise de réinventer et non pas de faire avec ce qu'elle a autre chose. Vous savez, le changement, c'est pas de faire différemment ce qui est déjà, c'est de construire ce qui n'existe pas encore. Très bien, merci beaucoup. Ammar Khadraoui, General Manager de Asmose Consulting. Merci, c'est très agréable d'échanger avec vous. Merci. Surtout en ce moment, on a vraiment besoin de contact humain. Ça nous fait du bien. Exact. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis au prochain numéro.